Donc, comme je vous le disais, nous allons avoir trois tables rondes aujourd'hui. Voici la première, donc sur le management et son impact sur la qualité de vie au travail des professionnels en EAJE. Donc, je vous propose de faire alors un petit tour de table, peut-être. Alors, Jérémy et Élodie, vous êtes chercheurs. Vous êtes responsable en FOAD à l'IFRAS. Donc peut-être je vous propose de vous présenter rapidement et ensuite on passera aux questions. Bonjour à tous, donc Jérémy, je travaille à l'IFRAS à Toulouse, centre de formation sanitaire et sociale, sur tout ce qui tourne autour de la formation à distance, la pédagogie numérique, et j'interviens également en formation sur le management auprès des éducatrices de jeunes enfants et puéricultrices. Et Élodie, puisque vous intervenez conjointement. Oui, voilà, on travaille dans la même institution. Moi, je suis infirmière puéricultrice, anciennement directrice de crèche et coordinatrice d'un service petite enfance, et maintenant formatrice auprès des infirmières puéricultrices et des éducateurs de jeunes enfants à l'IFRAS de Toulouse. Voilà, merci. Gardez le micro, on va faire... on fait un tour de table complet. Allons-y. Allez-y. Oui, Claire, allez-y. Claire Girard, donc directrice de la crèche multi-accueil Les Lucioles à Parthenay, dans les Deux-Sèvres. Crèche avec une capacité d'accueil de 50 places, une équipe de 25 professionnels et récemment labellisée à VIP. Marie-Hélène Hurting, anciennement directrice de crèche, je suis infirmière puéricultrice, coordinatrice enfance-jeunesse, je viens des Bouches-du-Rhône et je suis depuis 8 ans formatrice petite enfance indépendante. Donc je fais beaucoup d'intra en fait dans les crèches. Alors bonjour, Claude Tuller, je viens de Lausanne et j'ai travaillé pendant 40 ans dans le secteur d'accueil de jour de l'enfance. Et j'ai fini ma carrière comme... maintenant, je suis retraitée et je travaille comme intervenante dans les lieux d'accueil ou pour les équipes ou les directions. Mais j'ai fini ma carrière où j'étais chef du secteur préscolaire. Ça veut dire que j'étais chef des 60 structures lausannoises qui accueillent des enfants entre 0 et 4 ans. Bonjour, je suis Laure Le Bihan, donc directrice de la crèche familiale Les Septimousses dans le Lyon 7e. Je suis infirmière puéricultrice de formation. La crèche actuelle donc, que je dirige a un agrément de 45 berceaux. Et auparavant, j'étais directrice de la crèche Le Petit Navire, crèche associative, collective à Versailles, qui était une des premières crèches labellisées sur, on va dire, la partie nord, parce que c'était essentiellement en dehors Marseille. De Marseille, tu veux dire? Oui, en dehors de Marseille, on va dire. Voilà. Et donc, j'ai fait partie, ensuite, j'ai eu la chance de faire partie du comité de labellisation avant de partir en 2014. Je suis partie à l'étranger, c'est pour ça que j'ai quitté. Voilà. Merci beaucoup pour ce premier tour de table. Alors évidemment, boulette de la première table ronde. J'oubliais de dire que Monsieur Pierre Moisset va, à l'introduction de chaque table ronde, présenter l'essentiel des résultats de l'étude sur le sujet en question. Donc là, je plongeais dans la table ronde tête baissée. Pierre, si tu veux bien venir. Donc, au début de chaque table ronde, Pierre viendra expliquer les éléments majeurs sur le sujet selon l'étude qu'il a menée. Ça marche. Merci beaucoup, Pierre. Et pardon. Mais je t'en prie. Bonjour à toutes et tous. Donc très rapidement, effectivement, on se propose pour renvoyer à l'étude aussi à tout ce qui justifie cette réunion aussi aujourd'hui, enfin ces retrouvailles aujourd'hui, de vous donner les principaux éléments de l'étude qui sont des éléments de résultats, mais aussi des éléments de questionnement pour des travaux, des réflexions futures que nous espérons contribuer à initier aujourd'hui. Donc pour parler management, effectivement on avait posé la question aux quelques 1000 professionnels qui ont répondu, une série de questions sur le management, sachant que répondaient des personnels de direction et des personnels de terrain. Et donc là je vais centrer sur uniquement les réponses des professionnels de terrain qui donc réfèrent à leur management au sein de l'établissement. On avait posé une série de 4 questions sur la disponibilité, comment ils ressentaient leur management plus ou moins disponible sur différents thèmes, tensions et problèmes entre professionnels, tensions avec les parents, les dilemmes et les enjeux par rapport au travail avec les enfants et sur l'évolution de leurs propres compétences. Premier élément de diagnostic, les professionnels de terrain
estiment leur management un peu plus présent sur les questions de gestion des conflits avec les parents, enfin tensions et conflits avec les parents, et les dilemmes et enjeux avec les enfants. Par contre, sur les questions des enjeux, des conflits entre professionnels, c'est un petit peu moins bien noté. Alors ça reste 30% de personnes qui disent oui, c'est une direction assez disponible, plutôt disponible. Mais néanmoins, c'est un petit peu moins bien noté, de même que sur les questions d'évolution des compétences. Donc on sent un petit modérato sur cette question de comment gérer des conflits entre pros. Et ça, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que le management d'une équipe, c'est aussi savoir ce qui fait friction, ce qui fait enjeu entre ces professionnels. Et on voit que là, l'objet du travail, qu'est-ce que c'est que l'accueil de la petite enfance, n'est pas trop en retrait, mais en tout cas est un petit peu plus timide dans le ressenti des professionnels. Et aussi sur la question de l'évolution des compétences, c'est-à-dire aussi qu'est-ce qui fait la compétence d'accueil, comment est-elle reconnue, actée, validée, portée par le management. Donc là encore, ça reste plutôt bon, je ne vous cite pas ici dans le détail, mais néanmoins un petit peu plus en retrait par rapport aux deux autres éléments que je vous citais. Et je ne peux pas lire mes feuilles sans lunettes, voilà, c'est comme ça. Par rapport à ces grands éléments, donc après on a fait tout un tas de bricolage, on a fait des variables synthétiques, où on observe qu'effectivement le ressenti, la disponibilité de la direction est légèrement moins bon dans le secteur privé lucratif que dans le secteur associatif ou dans le secteur public. Ça s'explique pour plusieurs raisons, notamment parce que le secteur privé lucratif, parmi nos répondants, gère plus fréquemment des microcrèches, et logiquement, par rapport au fonctionnement des microcrèches, la direction, qui n'est pas toujours présente auprès des équipes, est ressentie plus fréquemment comme étant moins disponible. Mais néanmoins, il semble y avoir des spécificités qui restera à creuser sur le management dans le privé lucratif qui, je vais y revenir dans une deuxième partie de présentation là-dessus, très rapide toujours, rassurez-vous, est ressenti comme étant un peu plus dur, un petit peu plus dur en termes de gestion des ressources humaines, en tout cas, dans le privé lucratif. Donc c'est encore quelque chose qui reste à creuser. Ça, c'est voilà, pour ces premiers éléments. Qu'est-ce qu'on observe comme influence de cette qualité ressentie du management sur les professionnels, notamment le fait qu'il a une influence forte sur les absences des professionnels. Donc là, la disponibilité ressentie de la direction va faire varier de manière significative le nombre de jours d'absence déclarés dans le dernier mois avant la réponse au questionnaire. Bon, c'est assez logique, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose, mais là, on a la confirmation. Quand votre direction, vous la ressentez moyen, vous avez moins envie de venir quand même. Donc ça génère un certain nombre de taux d'absence supplémentaires. Et aussi un élément qui fait écho aussi à d'autres études, notamment celle que j'ai pu mener avec le réseau Devenir d'enfance et Marie-Hélène Hurtig ici présente, le fait que par rapport à cette question de disponibilité de la direction, ce sont les auxiliaires de puériculture qui sont la catégorie de professionnels qui vont le ressentir comme étant la plus distante, la moins amène, la moins proche. Et non pas tous ceux qu'on appelle, avec les guillemets de rigueur, les non-diplômés, agents petite enfance, assistants petite enfance, qui eux sont plutôt contents, ça va. Par contre, les auxiliaires de puériculture sont d'un pessimisme total, enfin assez fort, et notamment sur cette question de la disponibilité de la direction. Il faut toujours s'échauffer avant de prendre la parole, sinon c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on remarque aussi là, Claire, hop, tu contrôles le temps, ça y est, c'est déjà fini, mais bon, il y a encore 2-3 éléments. L'implantation des labels va avec des meilleures relations avec la direction. Alors, ça ne veut pas dire que les labels améliorent les relations avec la direction. Ça peut aussi vouloir dire que les labels, là je parle tout label confondu, école crèche comme les autres labels qui ont été analysés, ça veut dire que vous arrivez à implanter un label dans une équipe qui ne va pas trop mal. Parce qu'ils sont déjà en train de se taper dessus pour leur dire maintenant vous allez faire du reporting, ça marche moins bien. Mais bon, donc c'est une corrélation, on ne peut pas en déduire une causalité sur le fait que les labels pacifieraient ou amélioreraient les relations de la direction avec son équipe. Mais pointons là le résultat qui est vraiment intéressant, puisque comme je vous l'ai dit Claire aussi dans l'initiation de cette démarche d'étude, de recherche, il y avait le constat que la belle vie apparemment faisait baisser l'absentéisme des professionnels. Ce n'était pas son objectif initial, mais il y avait un effet comme ça assez intéressant. Et donc on avait la question, est-ce qu'on peut objectiver de fait si la belle vie, la présence de la belle vie dans un établissement va avec moins d'absence? Alors effectivement, c'est confirmé. Donc alors, je ne rentre pas trop dans les détails. Label versus non-label, on ne constate pas plus de professionnels qui disent « je n'ai pas été du tout absent le mois précédent ». Par contre, label vie versus absence de label versus les autres labels, vous avez beaucoup moins de professionnels qui disent « j'étais absent plus de 5 jours ». Donc la belle vie ne fait pas baisser, on va dire, ce qu'on peut appeler les petites absences routinières. Par contre, les absences chronicisées, qui dépassent 5 jours cumulés de temps d'absence dans le dernier mois avant la réponse du questionnaire, baissent significativement avec la présence de la belle vie, ce qu'on n'observe pas chez les autres labels.
ou en tout cas de manière beaucoup plus timide. Donc là, on a bien un effet qui peut être lié à des effets d'amélioration de la direction, de cohésion de l'établissement, etc. Ça, on ne peut pas tout corréler pour avoir l'ensemble des hypothèses, mais en tout cas, on a bien un effet spécifique de la belle vie sur cette question de l'absence qu'on peut, donc c'est pour ça que je vous l'évoque dans cette partie sur le management, qui peut être lié à cette question de la cohésion de l'établissement, mais pas uniquement. Encore 2 minutes, non, c'est fini ? Ok, cool. Maintenant, bon, là, je vous ai cité on va dire le management très rapidement. Je vous ai évoqué quelques petites images très rapides sur la question de comment on sent plus ou moins en proximité sur différents sujets. Après, on avait aussi toute une série de questions. On était toujours dans la question de la qualité de vie au travail sur justement la conciliation vie familiale, vie professionnelle, les horaires de travail, les changements imprévus d'horaires de travail. Est-ce que ces changements imprévus sont plus ou moins imposés, plus ou moins discutables, etc., etc. Qu'est-ce qu'on se constate sur ce point? Donc là, c'est aussi des questions de management, on va dire plutôt le management de la ressource humaine. C'est que la conciliation vie familiale, vie professionnelle est ressentie comme étant plus fréquemment positive dans le secteur public associatif versus le secteur privé. Les possibilités d'arranger les horaires sont globalement assez égales entre gestionnaires. Les changements imprévus d'horaires n'arrivent pas plus fréquemment dans un gestionnaire qu'un autre. Par contre, la négociation des changements imprévus d'horaires, donc retenez bien le dernier élément, pas plus de changements dans un gestionnaire que dans un autre. Par contre, la capacité des professionnels à pouvoir négocier sur le fait de ne pas pouvoir encaisser chacun des changements horaires est bien moins fréquente dans le secteur privé lucratif que dans le secteur associatif et le secteur public. Donc là, on a une forme de ce qu'on pourrait appeler, on a le sentiment à travers différents indicateurs qu'il y a une tension, une dureté spécifique au privé lucratif sur la question de la ressource. Puisqu'on va aussi retrouver plus d'épisodes de travail en sous-effectif dans le milieu privé lucratif que dans les deux autres gestionnaires qui semblent indiquer que, alors que, je le précise d'ores et déjà, le sentiment de qualité d'accueil, la qualité perçue de l'accueil de la part des professionnels ne change pas, quel que soit le gestionnaire. Ça ne varie pas que le gestionnaire. Par contre, on a l'impression que si les professionnels ont le sentiment auprès des enfants de maintenir une qualité égale, c'est avec une pression différente en fonction du gestionnaire, et ça pointe effectivement plutôt du côté des gestionnaires privés lucratifs sur cette question du management spécifique de la ressource humaine. Et je m'en arrête là pour ces premiers constats pour initier cette table ronde. Merci. De belles données. Jérémy et Élodie, vous avez mené une étude sur les professionnels de la petite enfance, sur leur formation et comment ils se sentent armés et préparés pour réaliser leur métier, notamment les directeurs. Oui. Que pouvez-vous nous dire en termes d'éléments majeurs que vous avez retenus de cette étude voilà. Alors, d'abord, on a fait cette étude parce que, en tant que formateur, il nous était apparu important que les étudiants éducateurs de jeunes enfants et infirmières puéricultrices soient formés. Donc, on avait mis en place un module à l'IFRAS pour les former. Et en faisant le bilan de ce module, en échangeant avec les directrices qui intervenaient sur ce module ou qui accueillaient nos étudiants en crèche, on s'est rendu compte elles faisaient toutes, que ce soit les professionnels ou les étudiants, ils faisaient tous le constat d'être mal préparés. Ils avaient tous une vision très réduite de leurs compétences managériales, enfin en tout cas de leur activité managériale. Qui était perçu comme quelque chose qui émanait de compétences un peu, des qualités ordinaires, des pratiques de la sphère privée. Enfin, voilà, c'était vraiment empreint de beaucoup de représentation. Donc, on a voulu aller éclairer un peu ce constat en faisant cette enquête et aller voir qu'est-ce qui était, d'après les directrices de crèche, qu'est-ce qu'elles entendaient par compétences managériales et comment elles se sentaient préparées, comment elles voyaient leur formation à manager des équipes. Voilà. Et effectivement, on se rend compte qu'elles ne se sentent pas du tout préparées à affronter ces missions-là. C'était ça votre question? Absolument. Et vous pouvez donner peut-être un peu plus de détails sur qu'est-ce qui fait que ces personnes ne se sentent pas préparées? C'est des questions de posture,
Alors, elles ne se sentent pas préparées. Alors, pour plusieurs raisons. Elles ne se sentent pas préparées parce que les centres de formation initiale, proposent peu de formation autour du management. Ça, c'est la première chose, on va dire. Elles ne se sentent pas préparées essentiellement pour ça. Je pense aussi que tant qu'elles sont étudiantes, alors ça c'est un peu ma vision de formatrice, je pense que c'est des problématiques qui ne leur parlent pas. Et c'est les situations managériales, les dilemmes qu'elles rencontrent, elles en prennent conscience véritablement quand elles sont sur le terrain. Oui, malgré les stages ou les... Oui. Elles ont... on manage peu pendant un stage, j'imagine. C'est ça. Et donc, du coup, là, elles prennent conscience que quand elles ont eu des enseignements à ce propos-là, elles regrettent peut-être de ne pas avoir été plus attentives. Et après, nous, la question qu'on se pose aussi, c'est la question des formats qu'on propose aux étudiants en termes de formation. En termes de formation initiale aux étudiants, mais aussi en termes de formation continue pour les professionnels en poste. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas trop théorique finalement et pas assez basé sur des situations apprenantes? Parce que on se rend compte que les directrices, elles ont une vision du management qui est très théorique, elle voit le management comme une entité, pas comme une dimension XL, une dimension un peu identitaire de leur métier. Voilà. Donc on remet aussi quelque part au-delà des représentations qu'ont les directrices elles-mêmes les représentations sociales et professionnelles de la fonction de directrice. Il y a aussi à se questionner sur les modalités de formation, peut-être. Oui, d'autant que quand on a préparé cette table ronde, vous parliez notamment de la gestion des conflits, ce que soulignait Pierre dans l'étude. En fait, une difficulté à se positionner et à gérer les conflits au sein de l'équipe ou parfois les relations avec les parents. Oui, ce qui ressort de l'enquête, effectivement, c'est qu'il y a un besoin une demande de management, de formation en management autour de la gestion des conflits, la thématique du management et la gestion d'équipe, ce qui ressort en priorité. Par rapport aux formations initiales, donc quand on leur pose la question si elles estiment avoir eu des manques en formation initiale par rapport au management, il y en a quand même 77% d'entre elles, les répondantes, qui estiment avoir eu des manques, qu'elles aient eu des formations sur les thématiques ou non. Après, leur diplôme initial, 50% d'entre elles ont choisi de faire des formations complémentaires. Et à l'heure actuelle, donc, par rapport à l'enquête de 2021, on a 65% qui souhaitent encore avoir des formations complémentaires en management. Et les thématiques qui ressortent le plus, c'est vraiment tout ce qui tourne au concept du management en général, la gestion d'équipe et surtout la gestion des conflits qui en revient. D'accord. Vous évoquiez aussi d'autres sujets, des compétences que les professionnels avaient envie de développer, comme les questions sur l'accompagnement au changement aussi. Alors, oui, on a un peu distingué ce qui était du ressort de la formation initiale, qui peut toucher un peu plus à la théorie, et le côté pratique, donc par rapport à leur prise de poste et la situation managériale. Donc, ce qui ressort les compétences qu'elles souhaitent développer, c'est vraiment l'accompagnement au changement, la prise de recul et encore la gestion des conflits. Voilà. Et à côté de ça, on avait aussi posé la question les compétences qu'elles mobilisaient, formation ou non, donc au quotidien, c'est l'écoute, l'organisation et l'adaptation. Et après, on a aussi quelques compétences qu'elles mobilisent et puis qu'elles estiment quand même avoir un besoin de développement, de développer ces compétences. Donc fédérer, faire des choix, prendre des initiatives, responsabiliser et gérer son stress. D'accord. On est vraiment dans nos thématiques, les thématiques soulignées aussi par l'étude de Pierre, quoi. Ouais, c'est lié. Très bien. Vous avez des choses à ajouter sur cette étude en particulier ? Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté ?
Non, là, ça me vient pas. Non, la remarque que moi j'ai très envie de faire là, tant que je suis ici, ça n'a rien à voir avec l'étude, hein, c'est que pour l'exemple des infirmières puéricultrices, leur référentiel de formation, il date de 83. Donc, ça fait 14 ans qu'on attend une réingénierie de ce diplôme. Vous imaginez que depuis 83, le concept de management a fortement évolué et le métier de puéricultrice a fortement évolué. Alors, heureusement, les formations aussi ont malgré tout évolué, heureusement, parce que sinon, c'est des notions qu'il n'y a pas dans le référentiel. Il y a des mots qui sont porteurs de notre profession qu'on ne trouve plus dans le référentiel. Donc, comment voulez-vous qu'elles se sentent préparées? Enfin, je parle des infirmières puéricultrices parce que il y a d'autres professions. Elles sont souvent directrices. Oui, mais il y en a d'autres. Mais voilà quoi. Donc voilà, je vais passer ce message parce que reçu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On y reviendra. Vous aurez la possibilité de poser des questions durant les dernières minutes. Donc bonjour Claire, merci beaucoup d'être là. Alors Claire, vous dirigez ou co-dirigez une structure avec un mode de management et une gouvernance assez originale et qu'on a trouvé vraiment inspirante. Est-ce que vous pouvez nous partager le modèle que vous avez mis au point dans le HJE que vous dirigez? Alors, bonjour. Alors, une organisation, en fait, en effet, avec un pôle de continuité de direction. Donc, j'assure la direction et je suis épaulée par 2 éducatrices de jeunes enfants et une infirmière puéricultrice. Donc, moi-même, je suis également éducatrice de jeunes enfants. Notre organisation en pôle est vraiment... tout d'abord, les éducatrices sont en référence pédagogique, l'infirmière puéricultrice en référence sanitaire, un partage des missions est très établi. Et en même temps, elles ont la charge chacune d'une section. Et donc, elles coordonnent chaque section individuellement, avec des temps, bien sûr, de continuité de direction, en globalité. Voilà. Notre objectif est également d'accompagner les équipes vraiment en proximité, c'est-à-dire les équipes de terrain ont besoin à un moment T de se poser, de réfléchir. Alors, il y a les réunions de section, des réunions de grande équipe, mais parfois il peut y avoir besoin à un moment donné, selon les évolutions et les besoins des enfants, de se poser sur certains temps en journée. Là, c'est nous, la direction, qui prenons le relais en fait vraiment de leur travail au quotidien pour leur permettre de se détacher. Vous allez sur le terrain? Alors voilà, il nous arrive d'aller sur le terrain. Et ça, c'est primordial pour nous, en effet, garder ce lien avec le terrain, ce lien avec les équipes au cœur, et leur permettre justement de prendre le temps. Voilà. Alors, la chance aussi de cela, c'est que nous avons une assistante administrative au sein de la structure, ce qui est plutôt assez rare et qui est un immense bonheur. Voilà, je le dis et je le redis, l'accueil physique, j'en connais d'autres. Accueil physique, téléphonique, les premiers accueils, voilà, être présent pour les parents, pour les enfants, enfin voilà, pour toute personne aussi, puisque diriger une structure, c'est pas simplement, il faut en effet avoir bien des cordes à son arc, parce qu'il y a tout le côté technique, tout le côté, enfin voilà, ce qu'on ne parle pas, mais qui fait partie quand même du quotidien, à bien être vigilant au quotidien. Voilà, donc c'est vrai que l'assistante administrative fait beaucoup, elle gère en premier les plannings enfants, les absences, voilà, ce qui permet en tout cas à la direction de pouvoir se soulager de cela, tout en coordonnant bien sûr tout de même. Et puis ensuite, les équipes au quotidien, c'est bien sûr la formation.
Alors ça, c'est un grand point aussi au Luciol, la formation, bien sûr l'accompagnement en analyse de pratique qui est déjà en place depuis plus de 10 ans, qui a eu bien des évolutions, mais qui petit à petit nous permet vraiment de creuser, de nous poser, de prendre le temps de bien analyser chaque situation, non seulement sur l'accompagnement des enfants et de comportements qui posent question, mais également sur notre organisation, puisqu'il faut savoir, on parlait tout à l'heure de changement, et c'est bien ça au quotidien, c'est savoir s'adapter à tout changement et toute évolution quotidienne. Voilà. En même temps, la formation donc individuelle pour chacun des agents, que ce soit orienté dans l'accompagnement des enfants, mais également sur le travail en équipe, l'accompagnement des parents et également sur la communication et sur tout domaine qui, en tout cas, permet à chaque agent individuellement de développer ses compétences. Voilà. Et également la formation collective pour laquelle nous essayons tous les ans de nous former au minimum 2 jours en grande équipe, qui permet vraiment la mise en place de la cohésion. Voilà. Et là, j'imagine aussi, parce que organiser de la formation et autoriser les professionnels à quitter leur poste et à ne pas être en présence des enfants, quelle organisation vous mettez en place alors quand un agent va se former et quand l'ensemble de l'équipe se forme? Alors en effet, l'absence. Déjà, les référentes de section, éducatrices ou infirmières puéricultrices peuvent assurer des remplacements au sein des sections. Et puis un pôle en fait de remplacement et toute une organisation par section avec un planning bien établi à l'avance, bien calé sur 3 mois en trimestriel, de manière à éviter qu'il y ait des absences simultanées. Et il nous arrive tout de même d'envoyer 2 professionnels en simultané sur la même formation, ce qui amène une grande énergie à venir après sur le terrain. Oui, mais du coup, c'est un investissement que vous retrouvez ensuite avec le bien-être de votre équipe. Et quand vous formez l'équipe collectivement, enfin l'équipe entière, alors lorsqu'on forme l'équipe, vous fermez? Alors voilà, nous fermons. Alors bien sûr, nous sommes une structure communautaire, donc sous acceptation de fermeture des élus de la communauté de communes, que nous anticipons bien sûr, puisque ça c'est le gros travail de la direction, anticiper, avoir ce visuel J+2 ans parfois, et donc fermeture en anticipant bien pour prévenir les familles en effet de l'organisation. D'accord. J'ai une petite question me vient. Est-ce que ça se sait dans le milieu que vous avez une gouvernance pareille et qu'il y a une qualité de vie au travail de ce type? Et du coup, est-ce que vous avez du mal à recruter? Et quel est le taux d'absentéisme, si vous le connaissez, de votre équipe? Alors j'avoue dernièrement, alors c'est vrai qu'avec le Covid, forcément, oui, l'absentéisme, évidemment. Bon. Mais c'est vrai que le taux d'absentéisme est plutôt bas, voilà. Ensuite, sur est-ce que ça c'est, disons que des souhaits de pouvoir au moins pouvoir avoir une expérience au sein de la structure, puisque nous travaillons bien sûr autour de la communication empathique et sur l'accompagnement bienveillant de chaque professionnel, puisque tout part du bien-être des professionnels pour le bien-être des enfants et des familles accueillis au quotidien. Donc voilà, mais en même temps, c'est ce que je nomme à chaque membre de l'équipe. Il faut savoir aussi aller voir ailleurs, et je pense que c'est important d'avoir des expériences multiples dans divers domaines de la petite enfance. Oui, c'est aussi un bon message de liberté, en fait, de recommander d'aller voir ailleurs. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Bonjour Marie-Hélène, donc vous êtes, vous le disiez, formatrice petite enfance et vous avez une grande connaissance des équipes de terrain et vous avez remarqué quelque chose de particulier, enfin, moi ce qui m'a vraiment surprise au sein des équipes, l'ennui, qui peut même paraître choquant quand on le dit comme ça. Pouvez-vous nous en dire plus et nous donner aussi les pistes de solutions pour réduire ce phénomène ?
Alors effectivement, je suis frappée, moi, dans mon quotidien, de formatrices, de professionnels de terrain qui me demandent du nouveau. Donc des nouvelles chansons, des nouvelles propositions de jeux. Elles ont besoin d'être nourries de nouveau. Donc moi, je les interpelle souvent sur, oui, vous avez besoin de nouveau, mais les enfants, ils n'ont pas forcément besoin de nouveau. Alors elles sont d'accord avec ça, mais elles disent, nous, en fait, on s'ennuie. Et puis, autre fait frappant qui revient tout le temps, j'ai la chance de faire pas mal de formations en lien avec des artistes ou de travailler sur des bilans suite à des expériences avec des artistes. Et ce qui revient presque toujours, j'ai envie de dire toujours et toujours, presque toujours de manière prioritaire dans la bouche des professionnels, c'est de dire ça nous a amené de l'oxygène. Ce qui permettrait de penser, c'est en tout cas l'hypothèse que je pose, et c'est quand même de manière très empirique, ce qui revient un petit peu quand je questionne ça, c'est on a le sentiment d'étouffer et on manque d'air. Voilà, on manque d'air, vraiment de manière très, très prosaïque en fait, on manque d'air. Et puis on met très souvent en place le pilote automatique, et ce qui fait que finalement, on sait plus très bien. Alors bien sûr, on sait pourquoi on est là, mais qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Et puis, oui, on s'ennuie. Donc, alors, vous me demandez des solutions. Moi, j'ai pas de solution. Orientée solution, voilà. On a dit. On va pas plomber. Donc, c'est plutôt des pistes et plutôt des témoignages de structures qui ne sont pas dans ce discours-là. Et de qu'est-ce qu'on pourrait faire un petit peu. Avant, je voudrais quand même très très rapidement brosser des constats que je peux faire. Et un des premiers constats, c'est comment les routines peuvent devenir mortifères. Alors c'est un mot très fort, mais je le choisis à dessein. Je ne suis pas la seule à parler de routine mortifère, mais effectivement, quand la routine manque de sens et que finalement tout le monde s'ennuie, il me semble que l'élan de vie qui doit être vraiment le socle d'un EAJE se perd. Il me semble aussi que les projets qui sont tellement nécessaires pour donner du sens et pour avoir un projet commun est en train, à certains moments ou dans certaines structures, je ne veux pas du tout faire d'amalgame, de passer d'un cadre contenant et nécessaire à un carcan rigide et qui finalement empêche toute initiative. Donc il y a pour moi une problématique d'initiative et de capacité d'innovation. Des procédures de plus en plus nombreuses qui parfois empêchent un peu de penser en fait, mais là aussi ça génère du pilote automatique. Et puis aussi une société de plus en plus sur des procédures sécuritaires. Alors Sylviane Jampinot a parlé dans son rapport de 2016 de risques mesurés. Ça me semblait vraiment une approche extrêmement intéressante. Je crois aussi que la belle vie et écolo-crèche dans le rapport à la nature, etc., est plus sur du risque mesuré parce que les mesures sécuritaires, elles peuvent freiner toute créativité et inventivité. Et spontanéité aussi. Donc évidemment, c'est pas pour moi l'occasion là de dire chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Mais plutôt la valorisation des initiatives. Et là, il me semble que les directrices d'établissement, alors je vais essayer au féminin, parce qu'il y a plus souvent de directrices et de directeurs, ont peut-être une responsabilité dans la valorisation des initiatives et dans le potentiel, et finalement dans ce que vous proposez. Il me semble que j'y retrouve là une gouvernance qui permet ce qu'on appelle des fois l'empowerment, c'est-à-dire la possibilité pour les professionnels de trouver leurs solutions. Et on va revenir dans ce que peuvent faire les directrices, d'une part valoriser le quotidien, les initiatives, l'innovation, et aussi peut-être amener un certain nombre de choses. Ce qui me semble aussi important et un vrai défi, sur lequel j'ai bloqué un moment quand même, et j'ai l'impression que les professionnels bloquent là-dessus, en tout cas, elles le voient comme antinomique, c'est comment répondre aux besoins de rituels des enfants, qui les sécurisent, mais comment faire que les professionnels puissent proposer du même, puisque les enfants, ils ont besoin du même, j'aime bien cette expression, et sans pour autant qu'elles s'ennuient.
C'est-à-dire que, voilà, donc, et ça, à mon sens, c'est un vrai défi. Et parce que si elles s'ennuient, elles perdent leur capacité d'émerveillement. Et alors Sylvie Reyna propose de documenter l'émerveillement. Je trouve que c'est une piste intéressante, hein, de se le donner comme objectif et comme projet. Pour pouvoir justement avoir un regard posé sur les enfants qui soit très, très individualisé, bien sûr, mais qui amène de l'oxygène. Parce que si je m'émerveille sur ce que font les enfants, du coup, forcément, je retrouve du peps et de l'énergie et de l'oxygène. Alors, bien sûr, j'ai pas de recette, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Il me semble quand même que tous les éléments dont vont parler les différentes collègues autour de donner du sens, travailler sur le projet, l'analyse de pratique, donner des espaces de réflexivité, tout ça, évidemment, ça améliore et ça nourrit le sens des pratiques. Mais peut-être pour aller un peu au-delà de ça, enfin au-delà, en complémentarité, parce que ça c'est quand même la base. Donc j'ai parlé de la documentation tout à l'heure qui je pense peut donner du sens. L'observation aussi, qui parfois permet et largement de découvrir des choses qu'on n'aurait pas forcément imaginées, hein, dans tous les projets d'observation et tout le travail d'Anne-Marie Fontaine. Et puis j'ai envie de rajouter la fantaisie. C'est-à-dire, alors c'est un peu ça qui m'a amené là aujourd'hui, c'est-à-dire comment on va pouvoir de temps en temps et accepter ou peut-être impulser de l'inattendu, un peu de piment, et pour sortir des routines. Alors tout en gardant les routines, mais les enfants aussi, à condition d'être suffisamment sécurisés, les routines et l'inattendu, pouvoir se rendre compte que les adultes se font plaisir, je pense que c'est extrêmement intéressant pour les enfants comme modèle. Donc quelques photos, alors qui sont juste là pour illustrer mon propos, hein, et qui sont pas du tout valeur d'exemple, hein, ni de modélisation. Donc alors si j'arrive à le faire marcher, évidemment non. Hop. Parce qu'ici on travaille sur la responsabilisation, voilà. Donc chaque intervenant passe ses photos. Oui, tout à fait. Donc, alors une photo d'une structure qui a décidé de recouvrir son sol de foin. Là, nous, on adore. Hein. Alors, c'était sur une journée qui était en lien avec la ferme, où il y avait des animaux qui étaient dans le jardin. Mais voilà, donc c'est parti un peu de soyons fous et si on faisait ça. Et puis, oui, finalement, alors on n'est pas dans un secteur d'un village, hein, donc, mais pas en pleine cambrousse. La directrice est partie chercher des bottes de foin. Vous voulez dire c'était en centre-ville? C'était en milieu urbain? C'était en centre-village. D'accord. Mais pas complètement en zone rurale, en zone rurbaine, il paraît que ça s'appelle. Alors après, c'est qu'est-ce qui reste des souvenirs d'un moment comme ça, et puis les 5 sens, l'odeur, le toucher, etc. Et puis se dire, c'est aussi un défi, hein, de se dire, oui, on l'a fait, et puis évidemment accepter l'inattendu, de comment les enfants réagissent, comment les adultes réagissent, et il y avait pas mal de parents aussi ce jour-là qui étaient invités. Alors là, j'ai choisi une photo, on ne voit pas évidemment parce qu'il a été flouté, mais le regard de l'auxiliaire, mais voilà, sur des temps, je parlais de l'émerveillement, donc ça me semble important, c'est-à-dire à des moments d'oser, alors ça n'a rien d'exceptionnel de faire de la peinture au sol et en body, mais voilà, autour de, chacun se met les mains dans la peinture et on est ensemble, et le regard qui est posé sur les enfants. Et j'avais envie de partager avec vous cette affiche d'une professionnelle et je vous invite à regarder la fin de son affiche où elle dit « Ils m'ont régalé ». Et ça, j'ai tellement trouvé ça magnifique. C'est-à-dire qu'elle parle bien de cette capacité d'émerveillement et cette capacité finalement d'être nourrie aussi par ce que font les enfants. Donc, alors, je tiens à dire que donc elle avait présenté une galerie d'art avec les œuvres des enfants, mais en fait, c'était pas les œuvres. Donc, les aventuriers, c'était un espace de vie de la structure. En fait, elle a mis en scène des bâches
qui avait couvert le sol pendant que les enfants faisaient de la peinture. Et puis, elle avait scénarisé, on va dire, donc exemple, elle avait proposé aux enfants du papier à bulles, enfin du plastique à bulles. Alors, on n'est pas sur de zéro plastique, là, j'en suis désolée. Mais tout va bien, tout va bien. Ça s'appelle de la réutilisation. Et du papier et de la peinture. Et en fait, les enfants sont partis sur ça pète, ça pète, ça pète. Et donc, les traces qui en étaient restées sur le sol, sans aucune consigne, en fait, l'œuvre s'appelait Ça pète. Donc voilà, comment elle a pu raconter en fait son travail aux parents. Mais vraiment, encore une fois, ce qui m'a vraiment touchée, c'est ils m'ont régalé. Et puis, je pense qu'il y a une autre problématique que je n'ai pas évoquée là, mais j'entends de plus en plus de témoignages pour sortir de la dictature de l'horloge. C'est-à-dire que cette horloge qui s'égrène et qui freine parfois de la créativité ou qui font s'arrêter un moment un peu magique, et comment de plus en plus d'équipes décident de supprimer les horloges et d'être en fonction de ce qui se passe, d'avoir évidemment quelques repères temporels, il ne s'agit pas... Mais je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir se dire l'horloge ne doit plus nous dicter absolument toute la journée. Alors toujours pareil, en gardant des repères. Mais bon, si le repas il est décalé d'un quart d'heure ou de 20 minutes, ça a guère d'importance. Et c'est les enfants et ce qui se passe avec les enfants qui nous dictent la journée. Et là, la responsabilité de la directrice, elle est énorme. Je le permets, je le permets pas. Et puis, le travail avec les artistes, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement. Donc là, l'inattendu d'un piano à queue qui vient se poser dans une crèche pendant une semaine avec une rencontre d'un enfant sous le piano. Et la photo, alors qui, moi, est à ma droite, qui doit vous être à votre gauche, j'imagine, de professionnels installés sous le piano avec une grappe d'enfants. Et comment, tout d'un coup, on se pose, on lâche et on rentre dans la résonance du piano. Puisque le piano, il est là tout le temps, c'est-à-dire qu'il est là toute la journée, c'est pas un spectacle, c'est une résidence, et donc on prend le temps, la question du temps. Alors Sophie Marinopoulos en a beaucoup parlé sur la question de la temporalité et du travail avec les artistes, mais c'est vrai que je peux témoigner que ça fonctionne. Bien sûr quand le projet est préparé, mais après c'est laisser de la place, toujours pareil, à la spontanéité et l'inattendu. Je crois vraiment que les artistes amènent une capacité des professionnels à sortir des codes. Et c'est ce qu'elles disent beaucoup. C'est-à-dire, ils nous amènent à oser. Et plus ça va et plus j'avance, parce que j'ai beaucoup de cheveux blancs, plus je pense que le travail avec les artistes, finalement, nourrit en majeure partie les professionnels, ce qui nourrit ensuite le travail au quotidien. Donc, et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment, à quel point ça nourrit vraiment les pratiques, non pas en modélisation, mais en pouvant faire un pas de côté, sortir et retrouver du plaisir partagé. Du coup, je ne sais plus du tout où j'en suis, mais je pense que j'ai à peu près fini mon propos. Je voulais juste faire quand même un point sur le cadre national et sur la charte. Enfin, moi, je préfère dire cadre national que charte. Effectivement, ça a été évoqué tout à l'heure, donc le point numéro 6 autour de la nature, le point numéro 5 autour des artistes. Je crois que cet après-midi, il va y avoir un artiste qui va s'exprimer, qui allie nature et travail artistique. Et effectivement, il me semble que c'est vraiment des leviers forts pour ramener de la spontanéité, pour ramener cette capacité d'inventivité. Alors on parle de la vitalité découvreuse des enfants, mais c'est retrouver la vitalité des professionnels et puis faire en sorte qu'elles puissent se déployer, cette vitalité. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Effectivement, vous avez évoqué deux sujets sur le cadre. Il y aura une table ronde sur le bâtiment cet après-midi et ensuite aussi sur le sentiment de faire du bon travail. On va aussi évoquer pas mal de projets. Mais je trouve votre témoignage particulièrement intéressant, notamment sur le lien entre rituel et souplesse, rituel et oublier l'horloge.
Et je trouve que finalement, cette approche est assez naturelle, en fait. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Si je peux juste rajouter un mot, parce que je vois sur mes notes que j'ai oublié quelque chose d'important et qui me tient à cœur. Après, je vais beaucoup regretter. Alors ça, on l'a beaucoup vu avec la Covid. Et puis, bon, les questions de Vigipirate, c'est la question de sortir, non seulement sortir dehors, mais c'est aussi sortir des structures, la porosité entre le dehors et le dedans. La question de la rencontre, c'est-à-dire plus les professionnels, alors bien sûr sur des temps de formation, rencontre, mais en dehors de ça, enfin, il y a toutes ces possibilités d'échange et de rencontres qui nourrissent aussi les pratiques. Mais c'est aussi, ce matin, il y a 3 enfants absents. On ne va pas être content qu'ils soient absents, mais néanmoins, voilà, il y a peut-être une petite bulle là. Un meilleur taux d'encadrement. Et puis, un meilleur taux d'encadrement. On va pouvoir sortir. Si on partait au marché, si on partait au marché, parce qu'effectivement, il y a 2 adultes et 4 enfants, c'est possible, et sans faire un projet 3 mois à l'avance. C'est-à-dire, c'est la question de la spontanéité. Bien sûr, il faut que ce soit encadré dans le projet de manière générique, mais, et que les parents soient au courant, etc. Mais enfin, de manière générique, c'est-à-dire c'est toujours cette spontanéité. Et je crois vraiment que les rencontres avec d'autres professionnels, non seulement de la petite enfance, mais aussi des partenariats avec les gens du quartier, les partenariats avec d'autres travailleurs sociaux, mais aussi, je l'ai dit, avec des artistes ou l'école de musique du coin, permet vraiment de se nourrir. Merci beaucoup. Merci Marilyn. Claude, bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Donc vous êtes ancienne chef de secteur préscolaire à Lausanne et vous avez développé tout le service petite enfance de la ville en utilisant différentes méthodes et outils qu'on aimerait bien que vous partagiez ici. Vous avez notamment réalisé une enquête très intéressante auprès des professionnels de terrain en leur demandant c'est quoi une bonne directrice. Là, comme on est sur une table ronde management, c'était intéressant d'avoir votre retour. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'ont répondu les professionnels sur cette étude ? Effectivement. Donc à ce moment-là, j'étais directrice, donc j'ai eu la chance d'occuper un peu plusieurs étages de ce champ professionnel, puisque j'ai commencé comme éducatrice. Mais on a une revue à Lausanne, dans le canton de Vaud, une revue qui s'appelle La Revue de la Petite Enfance, qui est une revue trimestrielle. Et là, on avait posé la question à plusieurs équipes éducatives, pour vous, une bonne ou une suffisamment bonne directrice, qu'est-ce que c'est ? Et puis, donc on avait des listes, et à partir des listes de ce que les gens avaient dit, eh bien, on a ressorti quelques thématiques qui nous paraissaient signifiantes par rapport à ce que les gens avaient évoqué. Donc peut-être je vous l'ai dit comme ça, après on pourrait les décortiquer, mais ça prendrait du temps. Donc au-delà des questions de base, de management, de ce qu'il fallait, du cahier des charges des directions, ce que les professionnels avaient dit, c'était de dire pour nous, une bonne directrice, elle doit pouvoir faire preuve d'équité. Ça veut dire traiter tous les professionnels de manière équitable, doit pouvoir faire preuve de proximité, de responsabilité, de complémentarité, de complicité et de professionnalité. Et ça nous paraissait intéressant de pouvoir partir de ces différentes thématiques qui ont été abordées, qui, pour moi, illustrent en partie ce qu'est le champ ou la spécificité du champ professionnel. Et à partir de là, ce qui était important aussi, c'est de prendre en compte qu'on disait il y a comme une chaîne institutionnelle où on peut prendre l'exemple des matrioshkas, c'est de dire que finalement une éducatrice, elle travaille, enfin une ou un, parce que de plus en plus il y a un ou une, pour être plus épicène, éducateurs et éducatrices travaillent avec les enfants en prenant soin d'eux, en étant à leur écoute, et que le rôle d'une direction, c'est de pouvoir occuper une posture similaire, et que moi, quand j'étais chef du secteur préscolaire, j'avais vis-à-vis des directions, puisque mes partenaires étaient essentiellement les directions, une posture similaire, c'est de dire je suis à leur service. Et on avait aussi, en prenant toujours compte de les items qui avaient été évoqués par les professionnels, c'est de mettre en place un travail qui était en cohérence avec ça depuis toute la chaîne, ça veut dire du bas jusqu'en haut. Et peut-être quand on avait présenté, j'avais donné un exemple qui fait aussi lien à ce que disait Marie-Hélène, c'est
c'est pas parce qu'on est dans les équipes dirigeantes que on ne peut plus faire preuve de créativité, d'ouverture vis-à-vis de nos équipes. Et on essayait vraiment, avec les personnes qui étaient proches de moi, de pouvoir proposer aux professionnels aussi une approche motivante et différente. Mais c'est vrai que pour le politique, des fois, ils trouvaient qu'on jouait. On disait, mais c'est quoi vos trucs? Je donnais l'exemple où à un moment donné, on avait des rencontres mensuelles avec les directions. Et puis un jour, on a décidé de travailler sur toute une matinée en disant, on va tordre le cou à un sujet qui nous casse les pieds. C'était la recherche de remplaçantes quand il y avait du personnel malade. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé aux directions d'aller dans la forêt et de faire un jeu de piste où il y avait des postes où en fait les directions ont pu entre elles partager. Donc le premier poste par exemple c'était le bureau des plaintes, donc il y avait quelqu'un, et on a toujours travaillé par tous les projets qu'on menait, il y avait des directions qui les co-construisaient avec nous, parfois aussi des membres de l'équipe éducative. Alors si je reviens sur l'exemple des directions, le premier avait une directrice qui était au bureau des plaintes, puis les participants allaient, puis avaient le droit de dire tout ce qui les énervait avec tous les mots possibles. Donc ils avaient le droit, le juron était autorisé en disant « elles nous font chier quand elles nous téléphonent le matin à 7h pour dire « je serai pas là pour faire l'ouverture ». Donc il y avait un moment comme ça. Et puis après, à la fin de ce moment des plaintes, elle recevait un petit carnet. Et puis après, il y avait différents postes parce qu'on se disait, évidemment, la plainte, c'est une chose, mais il faut pouvoir en sortir pour être dans la co-construction. Et après, il y avait d'autres postes où, à un moment donné, il y avait même des jeux de rôle où il y avait une personne qui jouait l'éducatrice qui dit, je crois que je ne vais pas venir aujourd'hui parce que j'ai un peu mal au ventre. Et puis la direction qui répondait. L'idée, c'était vraiment de pouvoir s'enrichir et se nourrir des pratiques et des réflexions des uns et des autres. Et puis, à la fin, on avait aussi, toutes les personnes listaient toutes les solutions originales qu'elles trouvaient dans leur structure pour pouvoir répondre à cette question. Et après, on faisait un PV ou en tout cas des notes ou un petit carnet qu'on renvoyait à tout le monde pour pouvoir se dire, voilà, je ne suis pas seule avec ces problématiques. Aussi, un des constats qu'on avait, c'est que parfois les directions se sentent seules en disant on parle peu parce qu'on a l'impression que c'est qu'elles qui vivent ces réalités-là, alors que Lausanne, il y avait 60 structures et on se rendait compte que tout le monde vivait les mêmes préoccupations. Moi, je prenais souvent l'exemple de dire c'est comme quand on est parent d'ado. Des fois, on a l'impression qu'il n'y a que le nôtre qui ne range pas ses affaires quand il rentre. Mais non, tous, ils ne rangent pas leurs affaires quand ils rentrent. Donc voilà. Sur la question, si on revient à la question du management, ce qui était vraiment important, c'était de reprendre ces thématiques. Si je prends la question de la responsabilité, on a tous une responsabilité à un certain niveau. Elle n'est pas du même niveau selon la fonction qu'on occupe, mais c'est comment aussi on peut la rendre explicite pour les niveaux du dessus et les niveaux du dessus. En l'occurrence, pour nous, c'était le niveau politique qui, à certains moments, ne comprenait pas toujours les difficultés vécues dans les structures. Donc voilà cette question de posture et ce qui a été dit. Je peux développer plus, mais... Non, mais c'est déjà très intéressant et on retrouve là le sujet de l'empouvoirment et puis aussi de l'initiative, de la responsabilité à tous les niveaux, comme vous le dites. Et j'avais trouvé très intéressant votre témoignage d'embarquer par l'exemple. Parce que vous avez vous-même, vous êtes mis en situation de créer, d'innover et de proposer quelque chose de très participatif qui fait appel à l'intelligence collective. Donc... bravo, merci beaucoup. Je pense qu'il y aura des questions. Mais peut-être je fais juste aussi un lien avec ce que disait, ça me faisait réfléchir en entendant la question de l'ennui. Et je me disais, je pense que la créativité, c'est vraiment une piste intéressante, mais pour pouvoir être créatif, il faut aussi avoir un temps de réflexion. Donc j'entendais... Alors c'est vrai qu'à Lausanne, nous on a de la chance parce que pour une éducatrice ou un éducateur qui travaille à 100%, c'est 40 heures par semaine. Mais sur ces 40 heures par semaine, il y a 4 heures par semaine qui sont du temps, ce qu'on appelle du temps de présence hors enfant, qui est un temps de réflexion, un temps de co-construction aussi intellectuelle. Et qu'à certains moments, pour pouvoir, je pense, sortir de la question de l'ennui, c'est qu'il faut pouvoir avoir le temps d'intelliger son travail un peu autrement, et soi-même aussi. Ce qu'on avait développé, on avait développé quelques concepts qui étaient propres
au métier avec des équipes éducatives. Par exemple, on disait, il y avait un qui s'appelait « Porter l'enfant dans sa tête ». Et qu'est-ce que ça voulait dire pour les professionnels de porter l'enfant dans sa tête? Comment elles faisaient? Et puis, après, quand elles se retrouvaient dans cette situation-là, elles pouvaient échanger. Puis c'est comme si les actes, on peut dire anodins du quotidien, qui sont les actes d'un professionnel de l'enfance, prenaient une autre dimension, prenaient une dimension qui était plus complexe. Alors on avait, certains, on avait porté les enfants dans sa tête, on avait aussi un autre concept qu'on avait développé avec des équipes, c'était la demi-seconde de réflexion. C'est-à-dire que des enfants vont faire quelque chose, peut-être que plutôt que de tout de suite réagir en disant non, on ne fait pas ça parce que je ne sais pas quoi, prendre le temps d'une demi-seconde de réflexion et puis d'avoir comme identifier certaines réalités du terrain et puis de pouvoir les avoir thématisées. Ça permettait aux professionnels d'échanger et de donner une dimension plus intéressante au travail quotidien. Je pense que c'est un travail passionnant, mais si on pense le niveau des actes du quotidien, ça n'a rien d'extraordinaire. Moi, je suis passionnée par ce travail, mais dans ce qu'il apporte, dans l'en-dessous. Voilà, même si... et quand on fait de l'ordinaire avec cette dimension de l'en-dessous, en plus, on fait mieux l'ordinaire. Donc voilà, c'est une piste que j'avais par rapport à ce que disait Marie-Hélène. Voilà. Carrément, et que je soutiens et que nous soutenons beaucoup, marre de vouloir faire tout le temps de l'extraordinaire. Et on le voit dans les crèches, en tout cas du réseau, on dit souvent quand on rentre dans une écolo-crèche ou d'autres crèches qui ont des démarches qualité, c'est que c'est invisible. Ça ne se voit pas. C'est des dizaines et des dizaines de petits gestes au quotidien qui font que. Et arrêtons d'aller chercher l'extraordinaire. Merci beaucoup. Bon, Laure, on ne va pas faire semblant de se vous voyez, parce qu'on se connaît depuis trop de temps. Donc, tu étais directrice d'un EAJE associatif de 60 berceaux à Versailles. Voilà, à Versailles, le petit navire. Et puis, tu es partie à l'étranger. Ensuite, maintenant, là, tu es à Lyon. Oui. Et tu es responsable d'un autre établissement. Ouais, accueil familial, pour le coup. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on emploie des assistantes maternelles et qui viennent en temps collectif. Donc, voilà. Les fameuses crèches familiales. Oui. Et donc... tu as pas mal de témoignages, d'exemples à partager sur ces deux structures. Tu peux naviguer sur l'une comme sur l'autre. Oui. Notamment, vous aviez décidé de vous engager dans la démarche écolo-crèche au Petit Navire et 2009, puis ensuite au Septimousse. Donc, est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on a eu plein de témoignages là d'exemples, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as trouvé dans cette approche et dans cette méthode qui a pu t'aider en termes de management des équipes? Voilà, l'avantage d'être à la fin, c'est que effectivement tout m'a parlé, ce que vous avez dit avant. Mais c'est vrai que ce qu'on a remarqué, moi, c'était la première direction que je prenais d'une structure, en plus qui n'était pas petite. J'étais hospitalière auparavant, donc c'était un métier différent. L'ennui aussi m'a parlé dans le sens où j'avais peur de m'ennuyer en tant que directrice par rapport à l'hospitalier, la Dreilani, voilà. Et en fait, on peut trouver des moyens. Effectivement, on s'ennuie pas finalement. Mais donc et c'est vrai qu'assez rapidement, avec ma collègue qui est arrivée quelques mois après moi, qui était coordinatrice administrative et financière, donc je rejoins qu'on travaille tous ensemble effectivement et qu'on a besoin d'aide administrative aussi, il ne faut pas le nier. On s'est lancé, donc on s'était intéressé par le projet Écolo-crèche, on s'est lancé dans ce projet. Et en fait, assez rapidement, comme c'est très participatif, moi ça me parlait parce que je n'avais pas d'expérience de management, mais j'avais envie de travailler en équipe et j'avais toujours eu cette habitude-là et j'avais pas envie de quelque chose de descendant et c'est vrai que les outils qu'on nous a donnés pour faire le diagnostic au départ et puis ensuite avancer, en fait tout le monde était embarqué, toute l'équipe et c'est vrai que du coup ça nous a donné un projet vraiment commun. Et ça n'empêchait pas qu'il y avait des difficultés qu'on connaît tous de management, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'au final, à force de s'engager et d'être écouté justement dans ses idées, le personnel, moi ça m'a donné des outils vraiment concrets
de communication très simple, une proximité, justement, on en parlait beaucoup, une proximité dans l'équipe, et puis surtout que en fait, l'équipe, quel que soit son rôle, son niveau de formation et son niveau de responsabilité, était responsable à son niveau et justement se sentait responsable parce qu'elle donnait des idées dans le projet Écolo Crèche qu'on mettait en place dans toute l'équipe. Donc en fait, là, il n'y avait pas de niveau descendant, c'était vraiment, on était tous au même niveau pour avoir les idées, pour évoluer, pour améliorer le qualitatif, parce que c'était vraiment notre objectif. Il y avait certes l'impact environnemental, mais on cherchait du coup, parallèlement, le qualitatif de l'accueil pour justement que tout le monde se sente bien et qu'on se dise, voilà, ce qu'on apporte, c'est un meilleur accueil de l'enfant et puis surtout une bientraitance du personnel parce qu'ils sont entendus et qu'ils sont valorisés. Donc voilà. Et on l'a notamment vu parce que ma collègue, à un moment donné, s'est intéressée à faire des petites analyses de chiffres par curiosité. Et effectivement, on avait une forte baisse des arrêts maladie. Donc Claire a retrouvé le chiffre que je n'avais plus, mais c'était de l'ordre de 70%. Et c'est vrai que voilà, on avait aussi moins d'enfants malades aussi, mais c'est moins le sujet, mais vraiment au niveau des arrêts maladie. Et on l'a d'autant plus vu sur un poste qui est très parlant, qui va parler parmi les gens qui travaillent ici en crèche, le poste en cuisine, où il y a souvent, c'est un poste où il y a beaucoup d'absentéisme parce que voilà, pas toujours valorisé, un petit peu à part. Et nous, c'est vrai que par le label, on voulait améliorer donc le qualitatif au niveau de la nourriture et changer de prestataires en respectant la saisonnalité, enfin voilà. Et en fait, on a demandé à la cuisinière qui faisait le réchauffage de venir avec nous et de participer. On a visité ensemble les usines, de participer au choix. Enfin voilà, elle était vraiment partie prenante. Et ça a été un des éléments, pas le seul évidemment, mais quand même un des éléments qui fait que c'était quelqu'un qui avait un absentéisme assez important, chronique, voilà, et qui là pour le coup a fortement baissé, voire, il est devenu très très nul, quasiment nul. Donc voilà, donc ça c'est un exemple concret qui nous a parlé. D'accord. Et est-ce que peut-être tu peux expliquer dans la crèche familiale aujourd'hui les différences et comment ça se passe, Alors là, ça va être un petit peu plus complexe dans le sens où on a certes la structure, où on travaille comme j'ai fait auparavant, et après il y a la démarche aussi chez chaque assistante maternelle. Donc c'est vrai que là, c'est un double travail, et puis là pour le coup, il y a aussi l'approche de la vie personnelle, parce que c'est quand même leur domicile aussi. Donc c'est vrai qu'il y a un rapport qui est quand même un petit peu plus différent et il faut faire attention à ne pas être trop intrusif non plus dans leur choix. Donc c'est un accompagnement et les rassurer, mais comme on fait à chaque fois. Par contre, ce qu'on voit, c'est que donc là, on évolue petit à petit au domicile, mais dans leur façon de faire et d'appréhender au niveau environnemental, mais elles font déjà beaucoup de choses. Donc on valorise déjà ce qu'elles font. Et puis surtout dans le management, pour le coup, c'est pareil. On fait là aussi, vous parliez de l'analyse de la pratique des assistantes maternelles. C'est le cas chez nous dans les crèches familiales. Je valorise du coup en même temps les crèches familiales parce qu'on n'est pas assez, on est plutôt en voie de disparition. Oui, il y a des militants ici sur la crèche familiale. Ouais. Donc oui, mais parce qu'il y a une vraie réponse aux problématiques actuelles et notamment des assistants maternels. Et elles ont ça. On fait de la formation, on fait des réunions d'équipe et elles sont participatives pareil. C'est-à-dire qu'on leur demande leur avis, on met en place des choses. Et du coup, sur l'absentéisme, par exemple, dont c'est le sujet, alors c'est une population où il y a quand même malgré tout beaucoup d'absentéisme, c'est pas facile, voilà, ça c'est quelque chose qui est pas facile, mais ce que je remarque, c'est que là maintenant, on a une relation différente à ce type d'absentéisme, c'est-à-dire que moi j'ai plus d'assistantes maternelles qui maintenant vont, dont M. Massier évoquait, vont se dire, bah oui, là je suis pas très en forme,
Mais en fait, pour pas ne mettre en difficulté la crèche ni les familles et mes collègues, je vais travailler quand même. Et ce qui n'était pas le cas, là, ça fait 5 ans que je suis à cette direction, c'était vraiment pas le cas au départ. Et maintenant, je le vois dans cette population où c'est moins courant d'avoir ce discours-là. Où, quand elles ont des problématiques qui font qu'elles devront être absentes, du coup, elles anticipent mieux. Ça, c'était un travail aussi que j'ai fait, d'anticipation, on en parlait. Mais du coup, qu'elles aussi, en tant que salariées, se disent il faut que j'anticipe, pour le but n'étant pas de les culpabiliser, au contraire, mais par contre de faire en sorte aussi, on est avec les autres et qu'on se prépare au mieux pour, elle, l'accompagner dans sa problématique de santé, mais aussi que du coup, le reste de l'équipe et des familles en pâtissent le moins possible, on va dire, et que ça se passe au mieux. Et c'est vrai que moi je vois cette différence et je trouve que c'est un grand pas en avant dans cette population. Et après, au niveau de la participation, on en parlait des activités, de l'ennui. Enfin, je trouve que maintenant, on est beaucoup là-dedans. Elles sont très demandeuses, effectivement, de formation, de choses différentes. Mais moi, nous, on le voit plutôt comme quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'elles ont envie vraiment d'amener de la qualité d'accueil et que les enfants soient bien et d'avoir la sensation de bien faire leur travail. Ça, c'est vraiment une notion qui est très importante et qui touche. Donc, c'est vrai que ce management participatif, aussi avec des populations moins habituées, fonctionne aussi. Voilà. Donc on fait le lien avec la 3e table ronde, le sentiment de faire du bon travail qui sera cet après-midi. Laure, il devait y avoir Valérie Pornin qui est directrice de la petite enfance à Versailles, à Villeurbanne. Oui. Elle est absente pour des raisons de santé. Elle devait... Comme elle est coordinatrice, elle gère plusieurs établissements, elle devait aborder la notion de réseau et d'échange de pratiques aussi. Mais il existe, et ça a été un petit peu évoqué là, est-ce que peut-être tu peux dire comment dans le réseau Écolo-Crèche, témoigner sur qu'est-ce que ces échanges dans le réseau ont pu servir ou ont pu être exploités par l'équipe ? Oui, alors ça va être, je dirais, des choses très pratiques. Alors il y a déjà sous le format des formations aussi, ce qui nous permet moi j'ai mes collègues qui font et qui continuent là les formations, et c'est vrai que ça nous donne des éléments très pratiques. Quelles entreprises, vers qui se tourner au niveau des partenaires. Et après au niveau des échanges, ça va être pareil. On parlait de ne pas se sentir seul, effectivement. Et face à des questions qu'on se pose ou comment faire telle ou telle chose mise en place, c'est vrai que d'avoir des éléments vers qui se tourner ou quelle solution a trouvé ma collègue. Et ça, c'est vrai que pour nous, c'est essentiel. Donc il y a le réseau Écolo-Crèche, mais c'est vrai qu'on fait partie de plein de réseaux. Puis c'est vrai que moi, étant positionnant à la ville de Lyon, vous direz à Monsieur Vasselin, je crois, normalement cet après-midi. Oui, tout à fait. Voilà, qui est l'élu petite enfance voilà. Et c'est vrai qu'entre la mairie du 7e et la mairie principale, il y a aussi ce réseau, puisqu'ils sont justement au niveau du label Écolo-Crèche, ils appuient fortement ce que fait l'association et ils nous incitent à amener la nature, tout ça, mais nous donne aussi des éléments très pratiques aussi. Donc c'est vrai que ce qui fait qu'on est beaucoup en lien avec les élus, avec les autres structures, que ce soit municipales, associatives, et ça nous permet d'échanger et d'avoir une pratique, d'innover et du coup de pouvoir le faire. On en parlait aussi tout à l'heure, vous le disiez. Voilà, on a du coup d'avoir une ouverture d'esprit de la part des élus en disant nous on va faire ça. Et du coup de pouvoir le faire parce que en fait on n'est pas tout seul et en fait il y a une logique et on parlait aussi de quelquefois le côté un peu hygiéniste malheureusement qui a été un peu revenu avec la Covid pardon. Moi étant infirmière puéricultrice je l'entends à l'hôpital, je l'entends moins dans un milieu a priori sain.
Et au contraire, voilà, les produits, quelquefois, peuvent plus apporter de mal que de bien dans certains milieux. Et c'est vrai que là, de pouvoir voilà, à nouveau repartir là-dessus et des choses positives et se mettre en lien avec la nature, avec ce qui semble... Enfin, voilà. Ça, le fait d'être en réseau et d'échanger, de ne pas être tout seul, on est aussi plus fort pour ça. Oui, surtout dans ces étapes de transition. Hein, je compare souvent ces moments-là à un moment de fragilité quand on est en train de changer de pratique. Oui. Et savoir qu'il y a tout un collectif, hein, que ce soit à Lausanne, dans certaines communes ou à travers le réseau. Oui. Merci beaucoup pour ce témoignage. Nous avons fini le premier tour des interventions de cette table ronde et la parole est à la salle pour vos questions. Donc il y a 2 personnes qui sont là pour donner les micros. N'hésitez pas à lever les mains. Alors, et donc quand vous prenez le micro, si vous pouvez rapidement vous présenter, et poser votre question. Je ne vais pas poser une question, je suis Anne-Laure Comte, je suis directrice du pôle famille de Mutualité Française Grand Sud en Occitanie-Est. Je prendrai juste la parole pour dire qu'on a mis en place depuis 2 ans de l'analyse des pratiques managériales pour les managers. Donc effectivement, c'est de la formation continue et ça fait vraiment la différence. Elles ont parlé d'un second souffle, d'une bouée de sauvetage parfois. De tout ce que vous avez dit, le fait que les managers et directrices de crèche se voient tous les 5 fois par an avec une professionnelle qui les accompagne pour trouver des outils. Elles ne sont plus dans la plainte, c'est elles-mêmes qui ont dit on ne veut pas être dans la plainte, on veut trouver des solutions. Donc le fait d'avoir quelqu'un qui les accompagne, pas une journée par an, mais plusieurs fois dans l'année, ça a beaucoup aidé pour qu'elles, voilà, on prend soin d'elles pour qu'elles puissent prendre soin des collaboratrices après. Voilà, c'était juste pour donner ces retours d'expérience qui a vraiment changé les choses depuis 2 ans. Merci pour votre témoignage. Non, ça marche. Mon micro marche finalement. Je suis là, sur le côté. Birgit Hilbert, je suis adjointe à la direction dans une crèche à Paris. Et effectivement, moi, il me semble que c'était très intéressant, cette première table ronde. Et en écoutant, je me dis, cette... projet écolo crèche, label écolo crèche écolo plutôt, ça remplit la fonction d'un travail d'équipe autour de projets. À la limite, je dirais n'importe quel projet, à condition que l'équipe soit impliquée, volontaire, et du coup, je pense que c'est ça que je retiens comme plus important. Pas forcément le sujet, parce que je me dis, il y a parfois la tendance d'imposer un label par l'autorité. Et je me dis, si c'est imposé écolo et l'équipe n'est pas adhérente parce qu'elle n'a pas travaillé les aspects, ça ne marcherait pas. Donc ça, pour moi, c'est important de le dire. Et ce que je me dis aussi, c'est du coup, l'importance, effectivement, c'est que l'équipe soit impliquée et bien traitée dans cette démarche autour d'un projet, le plaisir retrouvé, la spontanéité, j'adhère beaucoup. Mais pour moi, il y a une petite dissonance, ou même grande, parce que pour moi, les mots qu'on met sont extrêmement importants. Le terme absentisme dérange, notamment dans le contexte où on met en avant la qualité de vie au travail, où on met en avant la non-culpabilisation des équipes ou des professionnels qui sont malades. Donc moi, je préfère de rester sur le terme neutre, absence, parce que absentisme, pour moi, ça a toujours, et il me semble le dictionnaire, je faisais des recherches parfois là-dessus, absentisme, ça a toujours une connotation d'abus négatif. Donc restons sur le terme neutre, les absences, pour ne pas culpabiliser des personnes qui sont plus fragiles, plus souvent malades, ou pas assez impliquées dans le travail au quotidien, pour se sentir suffisamment bien
pour être présent. Donc je subis aussi les absences des professionnels au quotidien. Si ça va mal, donc l'exemple à 7h, à 8h du matin, les appels, un appel ça va encore, 2 appels ça craque. Donc qu'est-ce que je fais autant qu'adjointe? C'est compliqué, mais restons neutres quand même dans les termes. Voilà. Et troisième élément, manager, ça s'invente pas. Moi je retiens ça aussi. Et du coup, ça ne s'invente pas, et ça veut dire qu'il faut des formations, il faut plus de formations, ça a été très bien dit au début, et pas moins. Donc ça veut dire pour manager, pour être directrice ou directrice adjointe, il ne faut pas baisser les qualifications. Malheureusement, on l'a dans le décret normal, et je pense qu'il faut retirer cet aspect-là, il faut plus de formation, et pour impliquer une équipe avec toutes les valeurs qu'on souhaite porter, il ne faut pas moins de formation non plus. Donc du coup, je ne sais pas, en Suisse, vous avez parlé toujours le terme éducatrice. Une question du coup, est-ce qu'en Suisse, vous restez sur le 100% éducatrice de jeunes enfants? En Allemagne, c'est quasiment le cas. Auprès des enfants 0 à 6 ans, il n'y a quasiment que des éducatrices de jeunes enfants, éducateurs aussi un tout petit peu, mais une formation hautement qualifiée quand même. Contrairement à déjà auxiliaire de puériculture en France, c'est une qualification moindre, mais on a une tendance à baisser encore les qualifications. Donc du coup, je fais partie de Pas de bébé à la consigne, vous connaissez, je pense, la plupart ici. Les professionnels vivent mal les baisses de qualification encore et encore. Donc les professionnels l'ont fait l'entendre déjà il y a quelques mois dans la rue de façon importante. Et je termine avec le point parce que bon, on n'a pas eu l'occasion de prendre la parole après les présentations, l'introduction. Et effectivement, la qualité de vie au travail, l'attractivité de métier petite enfance, c'est extrêmement important si on ne veut pas aller droit dans le mur. Il manque déjà trop de professionnels bien formés, il manque déjà trop du temps pour continuer à se former et travailler ensemble. Mais il faut faire une chose très rapidement, donner la prime Ségur. C'est le plus simple qu'on peut faire très vite. Donc je pense que les professionnels qui étaient dans la rue et qui travaillent au quotidien souhaitent être reconnus et ça serait un geste extrêmement important. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, peut-être, et je vais juste très rapidement sur la démarche dite écolo-crèche, il n'y a pas que de l'écologie, puisqu'il y a 17 items, 10 environnementaux et 7 sociaux. Et c'est ce qui rallie en fait beaucoup de professionnels dans une équipe, c'est qu'on ne fait pas que de l'écologie au sens réducteur un peu du terme, mais que c'est de l'écologie inclusive et l'écologie très globale. Donc il y a toujours madame ou monsieur pédagogie verte, il y a toujours madame ou monsieur énergie, enfin, avec, selon les sensibilités et les motivations des uns et des autres. Donc c'était juste pour remettre... mais effectivement, le projet a sa valeur, et qu'il soit écolo ou artistique, ou le projet, mais ça fera l'objet aussi de la 3e table ronde. À propos des pratiques en Suisse, si... Oui, peut-être je peux répondre. On ne peut pas dire la Suisse, parce que c'est du fédéralisme, donc on peut parler du canton de Vaud qui est tout petit, hein, c'est la ville de Lyon et sa banlieue, donc voilà, ça reste bien modeste. Mais donc il y a le service qui donne les agréments au niveau de la constitution des équipes éducatives, c'est 0 à 20%, entre 0 et 20% de personnel sans formation. En général, à Lausanne, nous, ce qu'on disait, c'est que quand il y a ce personnel sans formation, c'est avec un projet de formation. Mais voilà, donc de 0 à 20%. Après, le 80% restant, on a 2 niveaux de formation. On a un niveau qu'on appelle secondaire 2. C'est 3 ans d'études après l'école obligatoire. Donc ça, ce sont des gens qui sont des assistants socio-éducatifs. Et puis l'autre niveau de formation qui correspond à votre niveau EJE, qui sont des éducateurs et éducatrices. Donc pour le 80% restant, c'est maximum, au sein d'une équipe éducative, maximum 40% d'assistants socio-éducatifs, donc du niveau secondaire 2, et minimum 40% du niveau éducateur-éducatrice. Donc ça veut dire qu'il y a des institutions qui ont
essentiellement que des éducateurs et éducatrices. C'est possible, c'est pas interdit. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un maximum et un minimum. On est comme ici, on vit une pénurie de professionnels, donc les institutions doivent bricoler, mais on s'est aussi rendu compte que plus les équipes sont formées, plus un peu la qualité. Je ne veux pas dénigrer le manque de formation, mais et on a beaucoup de respect pour les personnes qui travaillent et qui ne sont pas formées parce que c'est très difficile. Mais néanmoins, plus il y a du personnel non formé, plus on se rend compte que c'est difficile au niveau d'avoir des projets, de pouvoir intelliger son travail, parce que les personnes formées doivent et s'occuper des enfants et accompagner les personnes non formées. Donc il y a eu un militantisme important pour dire qu'on aimerait que, dans l'idéal, que le 100% des équipes éducatives soient constituées de personnes formées. Et on a dû baster sur le 0 à 20%. Voilà. Merci. Et pour la question absentéisme, absence, ou Pierre, oui, on fait appel au sociologue. Alors effectivement, je suis d'accord avec la notion de la connotation sur l'absentéisme, parce que ça semble indiquer une pratique qui se chronicise avec une dimension volontaire. Mais bon, c'est vrai qu'elle est prise comme ça dans pas mal de travaux, et puis ça permet aussi de désigner son envers, qui est le présentéisme, qu'on a aussi étudié dans l'étude, qui est le fait de se rendre au travail souffrant. On a des études de la DARES sur le présentéisme au travail qui est lié à des contextes adverses. Et effectivement, on a obtenu dans l'étude que plus les gens étaient en situation d'absentéisme, plus fréquemment ils étaient en situation de présentéisme. Donc plus on est malade, plus aussi on se rend au travail malade. Donc on est bien dans des contextes professionnels adverses qui nous permettaient d'avoir les deux choses. Mais effectivement, on peut être d'accord sur le fait qu'il vaut peut-être mieux parler de présence, enfin d'absence d'une part, mais ce qui permettrait moins de parler de présence, parce que c'est un peu plus invisible. Sur l'autre point que vous évoquiez, c'est l'écologie, c'est super sympa, mais ce serait bien de ne pas l'imposer aux équipes, parce qu'il y a certaines équipes qui n'ont pas forcément envie, on peut imaginer. Alors quand même, on avait posé la question dans l'étude sur comment, pour les établissements qui étaient inscrits ou déjà en cours de labellisation ou labellisés, comment ce label avait été proposé dans l'établissement. Est-ce que c'était l'équipe qui l'avait demandé? Est-ce que c'était la direction qui en avait parlé avec l'équipe? Est-ce que c'était la direction de l'établissement qui l'avait proposé, plus ou moins fermement? Ou est-ce que c'était le gestionnaire lui-même qui l'avait plus ou moins proposé? Et donc, label vie est beaucoup plus fréquemment corrélé avec le fait que ça a été choisi par l'équipe. Ce qu'on peut également, après, ce qui permet d'obtenir d'autres corrélations sur le fait que l'effet de mobilisation spécifiquement de label vie, y compris de label vie parmi les autres labels écologiques, est plus fort du fait de cette adhésion préalable des équipes. Et c'est là qu'on peut retrouver l'intérêt de la notion de sens, du sociétal. Et sachant que là, la comparaison se faisait avec tout ce qu'on a appelé les labels maison, qui sont des labels de ville, Qualicrèche, Certicrèche, etc., ou des labels d'entreprise, de réseau d'entreprise, qui eux sont plus indexés, je le fais à grands traits, un très très grand trait, sur la question aussi notamment de la satisfaction de l'usager par an. Sachant que c'est des labels qualité qui ont plus de mal à aborder qu'est-ce que c'est que la qualité d'accueil du jeune enfant. Puis en plus, un jeune enfant, ça ne coche pas une case, donc c'est plus difficile. Bon, voilà. Bon, juste pour quelques petits éléments de réponse par rapport à l'étude et vos pertinentes remarques. Merci. Merci beaucoup. Oui, une question là-bas. Ah pardon, c'était au fond là-bas, mais c'est pas grave. Allez-y. Pardon, je vous avais pas vu. Pardon. Bonjour, Nadine Weber, responsable de la filière des éducateurs de jeunes enfants à l'IRTS de Lorraine. Moi, il me semble important aussi de réfléchir ensemble à la transmission. On envoie des apprenants et des apprenantes. Comment une structure d'accueil transmet l'envie de s'engager dans ces métiers, l'envie de porter aussi quelque chose. Et j'ai effectivement très conscience, pour travailler encore, j'anime des réseaux avec les caisses d'allocation familiale sur les coordinations territoriales petite enfance, donc autant dedans que dehors. Et je trouve que la question de la transmission, nos étudiants parfois reviennent avec une vision des métiers, de l'accueil, difficile. On sait bien qu'ils ont tous des représentations, mais je pense qu'il y a aussi une co-responsabilité entre des employeurs, des transmetteurs d'engagement parfois et d'envie d'aller au-delà et de porter le projet. Et je trouve qu'on a aussi à gagner à davantage travailler ensemble. Je sais que c'est pas simple. Il faut aussi qu'on apprenne à travailler, parfois nous, avec des directrices puéricultrices, avec des apprenants de tout profil, très jeunes, etc. Mais comment on réfléchit aussi, et je pense que ça fait partie d'une qualité et d'une écologie au sens comme vous, comme je l'entends, à travers des métiers qui, par tout ce qu'on entend,
ont aussi à gagner par l'observation de gens en train de pratiquer, avec engagement. Voilà, c'était juste ma part que je voulais apporter, parce que je trouve que c'est extrêmement important. On a une responsabilité sur la formation globale, mais tout ce qui vient du terrain vient bien des professionnels qui, au quotidien, accueillent, s'engagent, et il y en a beaucoup qui y croient encore, et je trouve que c'est aussi important qu'on travaille ensemble. Merci. Merci. Donc il y avait Madame là, avec l'écharpe bleue. Bonjour, je suis la dame à l'écharpe. Marjolaine Viala, directrice générale de l'APAT, Association pour l'accueil de tous les enfants. On a 6 établissements parisiens, dont 2 jardins d'enfants et un projet depuis 30 ans qui est l'accueil inclusif à hauteur de 30%. Donc une place sur 3 réservée aux enfants à besoins spécifiques, enfin, vous les appelez comme vous voulez, en tout cas qui n'ont pas de place généralement ailleurs. Du coup, moi, je voulais poser une question. D'abord, remercier parce que j'ai entendu plein de choses que je trouvais, dans lesquelles on s'est beaucoup retrouvés, nous, dans nos pratiques. Voilà, on a souvent... alors, il y a des choses où je suis un peu moins d'accord, mais c'est bien, parce que du coup, il y a plein d'approches différentes. On pratique, nous, la déhiérarchisation, beaucoup. Et depuis très longtemps, cadré, hein, c'est pas non plus un grand bordel, ça ressemble parfois, mais on arrive à le contenir, avec justement, je trouve, dans l'idée des diplômés, non diplômés, différents diplômes, le principe que chacun puisse trouver une place égale et avoir une approche et une participation égale en termes d'équipe, auprès d'une équipe de parents, une équipe d'enfants, et on est une équipe. Et du coup, c'est quelque chose qui apprend énormément les uns aux autres. Enfin, c'est un peu béotien ce que je dis, mais je pense que ça transmet un savoir mutuel, que ce soit dans les EJE, dans les auxiliaires de puère, dans les personnes non diplômées. On a, et je le dis à l'APAT et je l'assume, pas mal de personnes non diplômées depuis bien longtemps, bien avant le fameux décret. Parfois, ce sont des avions de chasse, c'est des locomotives. Bon, donc ça marche des fois. Ça marche, mais heureusement. Enfin, je veux dire, voilà. Et c'est des gens, par contre, après, qu'on pousse à aller se former parce que c'est intéressant pour eux de valoriser. Mais ça marche et c'est tant mieux. Et je pense qu'il faut de tout. Mais voilà. Alors, moi, je voulais dire, j'ai entendu Madame Claire Girard. Donc, merci beaucoup. Vous avez décrit le Dream, The French Dream, de l'EAJE. Alors, j'ai retenu quelques chiffres qui m'ont fait du bien. Enfin, ou pas. Alors, 50 places, 25 pros. On a tous eu le nez qui saignait derrière, comme ça on est dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe, il est tôt, bon. Mais non, mais du coup on s'est dit, il y a... Alors j'ai regardé où c'était, Parthenay, donc on va s'installer bientôt, on va tous venir ouvrir des structures. Donc en tout cas, voilà, donc ça m'intéresse vraiment beaucoup. Bon, et du coup, l'argent. Parce que, et la deuxième personne du coup qui m'a fait frémir de bonheur, c'est Madame Claude Tuller. Vous dites, alors c'est en Suisse, dans le Vaud, 4 heures sans les enfants pour réfléchir sur sa pratique. Et alors là, je me dis, c'est dommage que Monsieur le Ministre ait été pris par d'autres engagements. Mais vraiment, il y a quelque chose là, Alors, je voulais savoir financièrement, parce que, voilà, je pense qu'on est tous là à se dire, mais c'est ça qu'on veut, et on peut pas du tout, jamais. Voilà. Donc, je voulais savoir vraiment concrètement, financièrement, comment vous êtes payé et comment ça, voilà. Qui vous donne cet argent? Merci. Alors en effet, je n'ai pas précisé, mais dans les 25 professionnels, il y a 6 professionnels qui sont sur les postes techniques, donc lingerie, cuisine. On aggrave ou justement on augmente le rêve. Alors en effet, nous avons une cuisine sur place où tout est préparé en local, fait maison, enfin voilà, au maximum. Donc 2 cuisiniers, un à temps plein, un à temps partiel, une lingère, 2 professionnels à mi-temps pour assurer l'entretien des locaux. Voilà.
à mi-temps toutes les deux. Oui, c'est pas 25 ETP en fait, équivalent temps plein, c'est voilà, 25 personnes qui... Parce que pour moi, quand je parle de l'équipe des Lucioles, c'est forcément, on découle tous des uns des autres, et donc en effet, auprès des enfants, elles sont 15 professionnels au quotidien, plus 2 professionnels remplaçants, plus toute l'équipe en effet qui assure la direction. Alors je ne sais pas si c'est plus clair comme ça, mais en effet, je comprends que le... Est-ce qu'il y a un lutin quelque part qui vient boucler les budgets ? Non, je suis désolée, on n'a pas de financement particulier qui vient du rêve. Voilà. Non. Comment ? Financièrement, vous êtes à l'équilibre ? Alors, financièrement, en effet, on est quand même sur un dépassement un peu salarial, mais on essaye de trouver en effet l'équilibre en accompagnement avec la CAF et avec le département. En effet, c'est une des batailles de notre service petite enfance aussi, c'est de pouvoir vraiment développer une structure qui arrive de loin. Il y a 10 ans, c'est une structure qui n'en était pas là. Et on n'arrive pas à une qualité d'accueil non plus sans en effet développer tout ce côté salarial. Voilà. Mais Bravo. Oui. Laure, tu veux... C'était juste pour compléter, pour que vous ne vous sentiez pas seul. La crèche, moi, c'était à Versailles, donc région parisienne. Il n'y a pas que Parthenay. Alors, il y avait un agrément supplémentaire, effectivement, 60 berceaux, mais on était à 25 aussi salariés. Et pareil, il y avait donc au niveau financier la ville, la CAF, puisque nous on était associatifs, donc indépendants, donc peut-être plus votre format. Et voilà. Et c'est vrai que ça, c'est vrai que c'était un choix qui était fait, qui était défendu auprès de la CAF et de la municipalité, et que du coup, en vision à long terme aussi, quand on a des absences. Moi, je n'ai jamais fait appel aux agences d'intérim qui coûtent très cher. Voilà. Et c'est vrai que, et en maintenant cette qualité d'avoir cette qualité d'accueil, mais c'est vrai que c'est un choix, et on a réussi à amener la crèche à l'équilibre, puisque moi, quand je l'ai pris la direction, c'était une catastrophe. Elle était, tous les ans, l'équipe nous disait, ils avaient toujours peur tous les ans qu'elle ferme, parce que financièrement, c'était un déficit assez important et une gestion, voilà. D'où l'importance, pour le coup, d'un travail aussi, d'avoir au niveau gestion des collaborateurs qui s'y connaissent. Moi, la personne qui était à mi-temps avec moi, dont j'ai parlé tout à l'heure, elle a fait une école de commerce, mais à côté de ça, elle s'est beaucoup intéressée. On travaillait vraiment en lien. Mais voilà, moi, je suis infirmière puère, je ne suis pas financière. Donc voilà. Mais en maintenant ce rêve, et ça a été possible, parce que je me suis retrouvée vraiment dans ce que Claire Girard a dit. On le faisait, enfin moi quand j'y étais, on le faisait aussi, et pourtant on a réussi à équilibrer les comptes et à pouvoir investir et ça n'a pas empêché le projet. Enfin voilà, donc c'est possible, mais c'est vrai que c'est un choix qu'il faut défendre auprès des élus, et c'est vrai que c'est pas facile ça. Mais il y a des exemples, vous pouvez leur donner du coup. Et Versailles. Moi je vais rebondir aussi par rapport à ce que dit la dame. Juste... Ah oui, pardon. Peut-être ça, c'était par rapport à ces 4 heures donc, qui s'appellent le temps de présence hors enfant. Elles ont été le fruit d'un militantisme important des professionnels, en disant que pour bien faire son travail, il y a besoin du temps pour réfléchir, pour penser, pour préparer des entretiens avec les parents, pour faire les entretiens, pour préparer des activités. Enfin, il y a une liste très claire de tout ce qui entre dans ce temps de présence hors enfant. D'une part, et d'autre part, aujourd'hui, après ce militantisme, il fait partie du cadre de référence. Donc, vous, c'est la CNAF, qui, si je sais bien, qui vous donne les agréments. Pour nous, c'est l'Office... C'est juste ? Non. Enfin bref, ok, la PMI, pardon. Donc nous, c'est l'Office d'accueil de jour des enfants. Et dans les cadres qui sont exigés par l'Office d'accueil de jour des enfants, qui définit le nombre d'enfants par personnel, etc., ces 4 heures sont mentionnées. Donc les employeurs ont l'obligation de donner à leur personnel ces 4 heures. Alors c'est prorata du temps de travail. Hein. Si on travaille à 50%, on a 2 heures.
Donc voilà, mais ça c'est... Et vraiment aujourd'hui, je pense que c'est le sujet sur lequel les politiques ne peuvent plus toucher. Parce que là, on n'est pas beaucoup dans la rue en Suisse, mais là, en tout cas, ça bougerait par rapport à ça. Donc au niveau du financement, ça fait partie du PAC, on va dire. Alors, on est à proche de la fin, on est dans la fin là. Mais rapidement, une question. Il y avait une intervention de Pierre aussi, et après on ira déjeuner. Alors moi, je rebondirai par rapport à ce qu'a dit la dame à l'écharpe bleue. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. Vous avez une chance magnifique, Madame Girard, parce que la réalité de terrain, c'est pas ça du tout. Moi, j'ai fait plusieurs collectivités. Là, je travaille sur Fleury-Mérogis, une petite commune qui fait beaucoup pour la petite enfance, mais qui n'a pas les moyens. Et comme l'État enlève les moyens aux collectivités, on est en train de se poser des questions. Là, la crèche, ma structure va fermer, parce que c'est une crèche familiale, il n'y a plus que 5 assistantes maternelles, et ça coûte très cher à la collectivité. Et on va ouvrir un multi-accueil de 30 berceaux. Mais là, ce qu'il faudrait savoir, et ce qui est pour entendre aussi les choses, c'est qu'on nous parle de management, mais le personnel, il faut que ça soit du personnel qualifié, mais à la base, il faut arrêter de fermer les écoles. Il faut faire des formations qui soient intéressantes et qui soient à la base pour tout le monde. Le référentiel qui a été fait, mais sans les gens sur le terrain, c'est en train de tuer le service public. Parce que les collectivités n'ayant plus les moyens, on est en train de nous mettre en difficulté sur le référentiel santé, sur les analyses de pratique qui sont intéressantes. Mais quand nous, on a des solutions en interne dans les collectivités, on ne peut pas les mettre en place parce qu'il faut toujours quelqu'un en extérieur. Derrière, ça ne suit pas. Nous, on a une population, ce n'est pas une population de Versailles. Nous, c'est des petits revenus qu'on a sur la collectivité. On est en AVIP, on accueille des enfants porteurs de handicap. On a une population qui est en grande difficulté et le personnel, on n'arrive pas à suivre parce qu'on n'arrive pas à recruter, parce que les moyens qu'on leur donne, parce qu'on ne les paye pas, ces agents. Donc je suis d'accord avec vous qu'il faut revaloriser le salaire, mais il ne faut pas attendre fin 2023 pour le faire. C'est au jour d'aujourd'hui qu'il faut le faire, revaloriser nos salaires, mais les salaires de tout le monde. Tout à l'heure, on évoquait aussi le fait de prendre du personnel avec le référentiel non diplômé. Il y a quelques années, on disait, avec pas de bébé à la consigne, on peut prendre un berger pour donner un biberon aux enfants. On va en arriver encore là, on va revenir à ça. Il faut qualifier nos personnels. Il faut nous donner les moyens. Il faut arrêter aussi d'augmenter le taux d'accueil des enfants en baissant l'espace qu'ils ont pour vivre. Dans des quartiers, les gens sont dans des 2 pièces avec 4-5 enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens. De venir en crèche est une chance. Nous, on fait beaucoup de social. Mais il faut nous donner de l'espace. Il faut nous donner les moyens humains. Donc, au bout d'un moment, je crois qu'il va falloir se poser la question. Et c'est très bien, Écolo Crèche. Moi, là-dessus, j'ai déjà fait des stages avec vous. Et j'ai aucun problème sur ça. Mais il faut dire la réalité de terrain. La réalité de terrain, je pense qu'on est plusieurs à la vivre, qu'on est en grande difficulté. Et on dit le management. Moi, je fais du management participatif. J'ai aucun problème là-dessus, je suis très claire. Mais quand on dit que des fois l'absentéisme ou l'absence est due parce qu'on a un problème managérial, là, moi, je ne suis pas d'accord. Ah non, c'est pas le propos. Non, oui, mais c'est aussi une réalité. Je pense qu'aussi, il faut voir si on nous donnait les moyens humains et qu'on ne soit pas 5 agents pour 20 enfants à travailler avec des difficultés sociales, il y a une fatigue des équipes. D'accord ? Et c'est pour ça aussi que peut-être les agents s'absentent. Donc, revaloriser les salaires, les former, mais pas une formation de temps en temps. Donner les moyens, que le ministère nous donne les moyens de former le personnel. Et c'est d'actualité, parce que moi, je ne me vois pas à 64 ans m'occuper des jeunes enfants. Ça, c'est une réalité de terrain, parce que vous avez évoqué qu'on travaille au sol, qu'on travaille dans du bruit, on travaille tout ça. Et la réalité de terrain, elle est là aussi. Merci. Alors, Pierre, rapidement, juste n'imaginez pas que nous cherchions à culpabiliser sur les pratiques managériales. Hein. Dans l'état actuel et le contexte, ces témoignages sont là pour proposer des pistes et à chacun de s'en inspirer ou de faire dans les moyens, mais voilà, je précise.
Parce que tout à l'heure, on va parler de bâtiments, on va montrer des bâtiments magnifiques. Non, l'idée... L'idée, c'est pas non plus voilà, on n'est pas venu faire une vitrine de bisounours. On est venu là pour faire des propositions inspirationnelles parce qu'il y en a. Donc voilà. Mais merci de vos apports, Pierre. Oui, plusieurs éléments. Enfin, sur la question, il y a une notion de la réalité de terrain, c'est délicat parce qu'ils existent à Parthenay. Là, c'est la question de la fréquence ou de la rareté ou des conditions de possibilité. Alors, je signale pour Parthenay, ceux qui ont été fascinés par cette expérience incroyable qui existe en France. Dans le cadre de la démarche Premier Pas menée par la CNAF, j'ai eu l'honneur d'être expert scientifique sur les évaluations liées à cette démarche Premier Pas. Et un des rapports d'évaluation, il y a eu 8 expériences qui ont été évaluées, portait sur le multi-accueil de Parthenay. Et il va donner lieu, puisque c'est un rapport de très grande qualité rédigé par Nadège Sévrac, il va donner lieu normalement, si j'ai compris, à une publication dans la collection dossier d'études de la CNAF. Donc vous comprendrez à ce moment-là comment ils font. Alors pas financièrement, ça c'est totalement opaque, on n'a pas compris. Bon, en tout cas, par-delà la question des moyens, dans le rapport dont je rassure, parce qu'en fait on n'a pas eu le temps de tout l'éclaircir, mais sur la question aussi du rapport à l'enfant, de toute la culture qu'il développe autour du rapport à l'enfant, de cette réflexivité des professionnels, qui est corrélée aux moyens. En tout cas, le rapport met beaucoup plus l'accent là-dessus, et donc c'est vraiment aussi intéressant à noter. Et c'est aussi lié à un contexte institutionnel particulier. On est dans une communauté de communes avec un centre-bourg et pas mal de communes rurales, ce qui fait que par rapport à la montée en responsabilité sur ces notions notamment de petite enfance, on peut, comme condition de possibilité qui font partie de la réalité de terrain, c'est juste pour nuancer par rapport à ça, le pire n'est pas le réel. Le pire fait partie du réel. Il est fréquemment répandu sous nos tropiques, mais néanmoins, c'est pas que ça. Non, c'est des expressions qui vont trop vite. Bon, j'étais où, moi, là ? Oui, Parthenay. C'est aussi le fait qu'en fait, les administratifs et les techniciens ont pu prendre la main sur les élus. Moi, c'est déjà interprété comme ça. Et comme c'est des techniciens plutôt intelligents, ça fait 10-15 ans qu'ils bossent le sujet, ils ont imposé des élus qui viennent de toutes petites communes qui ne s'étaient pas vraiment emparés de la question de petite enfance. Ils leur ont proposé ce package comme ça, ce qui fait que les gens ont plutôt pris comme ça. Donc c'est quelque part, alors je ne dis pas que c'est la seule condition de possibilité, mais c'est intéressant de les identifier dans notre contexte actuel, notamment de monter en charge, de monter en taille des communautés de communes, enfin de ce genre institutionnel. Bon, après, on pourra revenir sur tous les éléments par rapport à ça, mais j'ai oublié maintenant, Parthenay, c'est bien. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup. Écoutez, nous avons terminé cette première table ronde. Merci pour vos interventions. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour vos témoignages. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous avant et pendant. Et on se retrouve à 14h pour... 13h30. Comment ? Il faut garder les badges pour pouvoir re-rentrer tout à l'heure. Et on se rejoint à 13h30 pour la pause café. Et on démarre à 14h tapante parce que le programme est chargé cet après-midi. Merci beaucoup et bon appétit.